Dans les années 70, la ville de New York est contrôlée par des politiciens corrompus, des hommes d'affaires opportunistes et les plus grands parrains du crime organisé. Ils avaient tous un point en commun, leur avocat. Roy Cohn. Roy Cohn. Roy Cohn. Un homme de l'ombre, pourtant à la une des plus grands médias, avocat impitoyable, qui soufflait à l'oreille des Américains les plus puissants. I hired Roy Cohn because he's a tough son of a bitch. En imposant les méthodes du crime organisé dans les tribunaux et en maîtrisant l'art de manipuler la vérité, il a redéfini les règles du pouvoir américain. Tough, mean, vicious. The worse the adjectives, the better it is for business. Les plus grandes boîtes de nuit new-yorkaises, au couloir de la Maison Blanche, Roy Cohn a su tisser sa toile pour utiliser son réseau comme une arme. Et 40 ans après sa mort, son ombre continue de façonner les États-Unis d'aujourd'hui. This is a picture of Donald and me in which he says, Roy is my greatest friend. Aujourd'hui, je vous raconte le destin de Roy Cohn, avocat le plus controversé et le plus influent de l'histoire américaine moderne. Cette vidéo est sponsorisée par Ramify. Ramify, c'est une alternative numérique aux banques privées pour investir votre argent à long terme. On ne parle pas ici de trading ni d'investissement à 1 euro, mais de placement au long cours pour ceux qui souhaitent construire leur patrimoine ou préparer leur retraite avec des assurances vie, des plans d'épargne retraite ou des plans d'épargne en actions. C'est justement ce que l'on fait aux États-Unis. Comme la majorité des Américains, mon employeur place une partie de mon salaire en bourse tous les mois dans un plan d'épargne exonéré d'impôts jusqu'à ma retraite. Mais en France, ça ne fait pas encore vraiment partie de notre culture, surtout car le monde de la finance nous paraît encore un peu compliqué et adressé à une élite. Et la simplicité de Ramify répond à ce problème. D'ailleurs, j'ai appris que l'un des deux fondateurs de Ramify avait justement travaillé chez Goldman Sachs à New York avant de rentrer en France pour proposer une alternative aux banques traditionnelles. Depuis, ils ont reçu plus de 40 prix saluant leurs produits et leur innovation, rien que sur les 3 dernières années. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Ramify peut aussi vous aider si vous investissez dans l'immobilier, les fonds de capital investissement ou l'art pour construire des portefeuilles diversifiés tout en déléguant la complexité avec une plateforme facile d'utilisation et un accompagnement humain. Pour découvrir Ramify, je vous redirige vers le lien en description. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller ou faire une simulation gratuite pour en savoir plus. Vous pouvez aussi bénéficier de 6 mois de frais de gestion offerts jusqu'à 1000 €. Merci à Ramify de soutenir mon travail. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Soviet Russia was expensively stabbing westward, knifing into nations left empty by war. On orders from the Kremlin, Russia had launched one of history's most drastic political, moral and economic wars, a Cold War. Au début des années 50, les États-Unis sont en pleine guerre froide avec l'URSS et mènent un combat acharné contre le communisme motivé par la peur d'une guerre nucléaire. Et c'est dans ce contexte de tension politique que démarre l'ascension de Roy Cohn, encore jeune avocat. Il ne vient pas de nulle part, son père est un juge respecté et sa famille en général est assez aisée et influente, le faisant baigner assez tôt dans les réseaux du pouvoir. Il obtient son diplôme de la faculté de droit de l'université de Columbia à l'âge de seulement 20 ans. Il est tellement précoce qu'il doit attendre une année entière pour atteindre l'âge légal requis afin de passer l'examen du barreau de New York. I was in the Department of Justice for a period of 5 years, and I worked during that period of time very intensively with the Federal Bureau of Investigation. Dès ses premiers pas en tant qu'assistant du procureur, il semble avoir un objectif simple, la destruction pure et simple de son adversaire, une caractéristique qui va définir toute sa carrière. Here's a man that everybody is going to enjoy meeting. He's Roy M. Cohn, who was confidential assistant to the United States Attorney General in this area, Irving H. Sapol. And of course, they've been very busy prosecuting the communists and Communist Party. Hey, Roy. Hi, Jack. C'est donc à 23 ans seulement, en 1953, que Roy Cohn se retrouve propulsé au centre de l'une des affaires d'espionnage les plus tragiques du XXe siècle, le procès de Julius et Ethel Rosenberg, un couple de citoyens américains accusés d'avoir transmis des secrets nucléaires cruciaux à l'URSS. Si la culpabilité de Julius a pu être prouvée, l'implication de son épouse est encore contestée aujourd'hui. Dans l'affaire Rosenberg, Roy Cohn utilise pour la première fois, à l'échelle nationale, la méthode agressive qui va le rendre célèbre. Au lieu de chercher la justice, il met en place un spectacle politique pour montrer à quel point le gouvernement est prêt à tout face au communisme. One thing we have to understand at the outset is that the Communist Party is not a political party. It's a criminal conspiracy. Its object is, as has been established by the verdict of a jury, the overthrow of the government of the United States by force and violence as soon as the right time arrives. Les archives et les témoignages de l'époque montrent que ce procès a été sérieusement compromis par des fautes de l'accusation, parmi lesquelles les communications secrètes que Roy Cohn a pu avoir avec le juge Irving Kaufman. Kaufman, par ambition et désir de prouver son patriotisme, s'est laissé influencer par Roy Cohn pour s'assurer d'obtenir l'affaire, puis déterminer la sentence. La stratégie de Cohn était cruelle, menacer Ethel Rosenberg de la peine de mort malgré des preuves fragiles, en grande partie fabriquées par son propre frère. Le véritable objectif n'était pas de la punir, mais de faire pression sur son mari, Julius Rosenberg, pour qu'il avoue et dénonce d'autres espions soviétiques. Face au refus du couple de coopérer, le chantage de l'accusation s'est transformé en une exécution. The federal court of Judge Irving R. Kaufman found the pair guilty as charged and sentenced them to death in the electric chair to pay for their crime of treason.
It is the first time in peacetime that such a death penalty has been handed down. À l'époque, J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, voulait épargner Ethel Rosenberg pour des raisons d'image publique. Et c'était sans compter sur Roy Cohn, qui a su utiliser son influence secrète sur le juge pour pousser la peine de mort par électrocution contre les Rosenberg. Une décision déjà très controversée à l'époque qui a fait scandale autour du monde. Condamné à mort dans les formes juridiques depuis 2 ans pour livraison de secrets atomiques. Et après avoir usé de tous les recours, Ethel Rosenberg et son mari Julius Rosenberg, qu'on voit ici le jour de leur arrestation, ont subi la peine de mort malgré tous les appels à la clémence. Leur exécution, le 19 juin 1953, a marqué durablement les États-Unis, et Roy Cohn n'a jamais exprimé de regret sur cette décision que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un meurtre légal. Au contraire, il s'est toujours vanté du pouvoir de vie ou de mort qu'il avait exercé. L'exécution des Rosenberg, pour lui, c'est un trophée personnel. Une preuve qui montrait sa capacité à manipuler les plus hautes instances de l'État. Have you spent one of those nights sleepless for sending this couple to the chair? Of course not, Barry. This couple was convicted by a jury, and if ever the death penalty were appropriate, it was in that case. En parallèle, le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy, le nomme au poste de conseiller principal de son comité d'enquête du Sénat sur les opérations gouvernementales. Cette nomination le propulse, à seulement 24 ans, au cœur du pouvoir et de la machine anticommuniste. Jeune et avec une ambition démesurée, il est au cœur des enquêtes controversées de McCarthy, inaugurant une période noire de la politique américaine. Even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Ce duo allait incarner ce qu'on appelle désormais le McCarthyisme, des enquêtes nationales alimentées par des accusations sans preuve, des listes noires et la destruction de la réputation de milliers de citoyens soupçonnés d'être des marxistes, le tout alimentant une peur irrationnelle du communisme autour du pays jusqu'à la paranoïa. We believe that the free world is going to win the Cold War and win this fight by one thing, the truth. Communists are dedicated to the overthrow of the United States, who are dedicated to wiping the United States off the face of the earth and substituting the freedom we have in America for the spiritual and mental enslavement you have in the Soviet Union. Roy Cohn était le stratège et l'homme de main de McCarthy, qui était beaucoup moins éloquent que lui. Il montait des dossiers d'accusation, exploitait les faiblesses personnelles des opposants et influençait la presse pour amplifier le sentiment de menace dans le pays. La stratégie du duo forçait les accusés à dénoncer d'autres personnes pour prouver leur patriotisme, pour sauver leur carrière et parfois leur vie. Pas le choix, il fallait trahir ses proches. Roy Cohn employait des méthodes d'intimidation dignes de la mafia, au cœur même des institutions gouvernementales. I don't think you understood the question. The question was, do you know this man? Can you look at the picture and tell us whether you know him? I would assume the answer is yes or no. Un exemple frappant, c'est l'interrogatoire de Annie Lee Moss, une employée afro-américaine du Pentagone chargée du codage, que Roy a accusée d'être une espionne communiste. Il se basait sur le témoignage d'un informateur du FBI qui plus tard a admis ne l'avoir jamais rencontré personnellement. Et ça ne s'arrête pas au communisme. Au-delà de la peur rouge, qui est bien connue, son rôle dans ce qu'on appelle la peur lavande ou la peur violette met en lumière son hypocrisie et sa cruauté. En plus de la chasse aux communistes, McCarthy et lui ont organisé la purge des employés homosexuels du gouvernement fédéral et du département d'État. Ils ont réussi à justifier cette traque en expliquant que les homosexuels étaient facilement victimes de chantage par les services soviétiques, ce qui en faisait des menaces pour la sécurité du pays. Cette propagande homophobe a poussé le président Dwight Eisenhower à promulguer un ordre exécutif en avril 1953, officialisant l'homophobie d'État et bannissant l'embauche des homosexuels dans la fonction publique. Les conséquences sont dramatiques. Des milliers de carrières sont anéanties, des humiliations courantes et de nombreux services du gouvernement connaissent une vague de suicides. L'ironie de cette période hyper violente, c'est que Roy Cohn, en partie à l'origine de ces politiques, était lui-même homosexuel, même s'il ne l'admettra jamais publiquement. Il était capable de mettre de côté sa vie personnelle et trahir ses proches pour conserver son pouvoir. Aux journalistes de l'époque, il déclarait que son agressivité et son tempérament rendaient impossible toute réconciliation avec l'idée même de l'homosexualité. Pour lui, l'homosexualité était une question d'image publique, qu'il décrivait comme de la faiblesse et de l'efféminement. C'était synonyme de vulnérabilité. Dans son esprit, persécuter les homosexuels perçus comme faibles prouvait sa virilité, de quoi l'exclure automatiquement de ce groupe. This is a story of men in crisis. Le pouvoir du duo McCarthy-Cohn finit par s'effondrer sur une affaire très personnelle. L'élément déclencheur de cette chute, c'était la relation ambiguë que Roy Cohn entretient avec David Shine, un consultant jeune et séduisant qui travaillait dans le même comité gouvernemental que lui. Quand David est logiquement appelé à l'armée en tant que simple soldat en 1953, Roy Cohn n'a pas supporté la séparation et a voulu faire tout ce qui était en son possible pour éviter qu'il soit envoyé au front. Il a multiplié les pressions pour obtenir des permissions spéciales, le soustraire aux corvées dans la mesure où il était tout en bas de l'échelle et lui garantir une promotion en tant qu'officier. Forcément, les responsables
militaires n'apprécient pas du tout ces méthodes et le font savoir. Le comité de McCarthy riposte en lançant des enquêtes sur une prétendue infiltration communiste au sein du laboratoire de Signal Corps de l'armée à Fort Monmouth dans le New Jersey. L'armée américaine, poussée à bout, finit par riposter publiquement en accusant formellement Joseph McCarthy et son équipe de chantage et que les enquêtes sur la sécurité du labo n'étaient qu'une façade pour mettre une pression illégale en faveur du soldat. Secretary of the Army Robert Stevens prepares to open the case against the senator, charging that McCarthy had attempted to blackmail the Army into giving special considerations to a draftee named David Shine, once a member of McCarthy's staff. Ce conflit va donner naissance à des auditions au printemps 1954, très marquantes pour l'époque, car elles ont été diffusées en direct, en intégralité, à la télévision, et cette couverture médiatique a profondément changé la perception du public. 20 million stunned Americans looked on for 36 days at the greatest political spectacle of our history. A new variable had entered our political life, television. You and David Shine have been what we might call warm personal friends, have you not? He is one of my many good friends, sir, yes. One of your many good friends. And in all fairness, Mr. Cohn, isn't it a fact that he is one of your best friends? We all have our best friends. There's no criticism of you on that account. No, of course not. We have friends whom we love. I do. Le peuple américain a pu observer directement les méthodes d'intimidation mafieuse, l'arrogance et la méchanceté du duo Cohn-McCarthy. À travers Roy Cohn, les Américains découvrent un nouveau personnage digne des plus grands méchants du cinéma. Thank you very much, Mr. Welsh, and thank you, Mr. Jenkins. Mr. Cohn, No, sir, I think you're conducting a little one-sided interview here, and that's perfectly all right with me, sir. I'll say what I have to say on the witness stand under oath. All right, thank you. That was Roy Cohn and his opinion of the interview. Le point culminant de ces audiences, c'est l'échange légendaire entre le sénateur McCarthy et Joseph Walsh, l'avocat principal qui représentait l'armée américaine. Il était excédé par les attaques infondées et diffamatoires du sénateur du Wisconsin à l'encontre d'un jeune avocat de son cabinet. Walsh s'est alors tourné vers McCarthy et a prononcé une phrase devenue un symbole qui a fait éclater son mouvement. Well, you've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? Cette humiliation publique, retransmise en direct, a provoqué des applaudissements dans la salle d'audience et semble avoir fait exploser le sentiment de terreur qui régnait jusqu'alors dans le pays. Suite à ça, le Sénat a censuré McCarthy quelques mois plus tard, l'équivalent d'une mort politique pour lui. S'en est suivi une véritable descente aux enfers avec un alcoolisme qui va finir par le terrasser à peine 3 ans plus tard. Roy Cohn a senti le vent tourner et a préféré démissionner avant d'être renvoyé. Son épopée à Washington est terminée, il est temps de regagner la ville qu'il a vu grandir, désormais armé des méthodes les plus redoutables pour étendre son influence et son pouvoir. No more shuttling between New York and Washington for Roy Cohn. The young lawyer, who befriended Private David Shine, has handed in his resignation as chief counsel to the Senate Permanent Investigation Subcommittee headed by McCarthy. The reason? He insisted that all members of the group want him to stay on, and this was not so. As for the future, Cohn says that he will wage a personal fight against communism wherever he finds it. Un homme ordinaire aurait vu sa carrière anéantie par le scandale des auditions qui venait de se dérouler, mais pas Roy Cohn. Au contraire, il s'est transformé en l'un des avocats les plus redoutables, les plus chers et les plus influents du pays, appliquant les leçons d'intimidation politique apprises à Washington. Mr. Cohn, how do you feel? I feel great. Dans les années 60 et 70, New York est au bord de la faillite, miné par la criminalité. Roy Cohn y voit une opportunité exceptionnelle, il devient un intermédiaire indispensable entre l'élite, composée des hommes politiques et des hommes d'affaires, et le crime organisé. Today, the rich and the powerful and famous seek him out for the biggest of big money lawsuits. I hired Roy Cohn because he is a tough son of a bitch. La liste de ses clients pourrait ressembler comme 2 gouttes d'eau au casting d'un film de mafieux. Cohn a assuré la défense des figures majeures telles que Carmine Galante, le chef de la famille Bonanno, Anthony Salerno, le patron de la famille Genovese, puis Paul Castellano et John Gotti, des membres éminents de la famille Gambino. Et pour tout savoir sur les familles mafieuses de New York, j'ai sorti une vidéo sur le sujet il y a quelques années. Are you Mr. Galante's attorney? Yeah. And what is your name, sir? Roy Cohn. The federal investigators say Mr. Galante is the boss of organized crime in this country. Would that be a correct characterization, the godfather of the New York Mafia? From my experience, practically everything they've said is totally incorrect and inaccurate. You believe they're not treating your client fairly, then? Pardon me? You believe they're I just said it's just a total publicity stunt, or all of you wouldn't be here, right? What are you doing here today?
La vraie force de Roy Cohn, c'était de pouvoir facilement connecter les personnalités entre elles et de prendre une commission au passage. À l'époque, les 5 familles de la mafia contrôlent les syndicats ouvriers du bâtiment, l'industrie du béton, les dockers et le ramassage des ordures. Construction, the lifeblood of New York. It also gives transfusions of money and power to organized crime. Si un promoteur immobilier veut construire des gratte-ciel à Manhattan, sans grève et sans retard, Roy Cohn devient un maillon essentiel. Il utilise ses contacts mafieux pour assurer que les chantiers se déroulent sans grève et sans manifestation. À ce moment-là, il ne fait plus du droit, mais du commerce d'influence. L'avocat devient alors un réel conseiller de ses clients les plus fidèles, à la manière d'un consigliere dans la mafia. Tony Salerno, recently indicted, has long been one of Roy Cohn's clients. Tony, you've read the charges in this indictment. Did you do any of those things anymore? Ce réseau de pouvoir, il doit l'entretenir, et pour faire en sorte de ne jamais se faire marcher dessus, il a conceptualisé une manière de faire bien précise, souvent qualifiée de méthode Cohn. Sa philosophie était à l'opposé de la morale, avec 3 règles claires: ne jamais reconnaître ses torts, ne jamais s'excuser, et toujours riposter violemment, même quand il était en faute ou agissait illégalement. La loi, c'était devenu un simple obstacle qu'on pouvait franchir assez rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'il avait tendance à expliquer à ses associés. Ne me dites pas quelle est la loi, dites-moi qui est le juge. Don't mess with Roy Cohn has become a motto Roy wears with pride. They think of him as a legal executioner. A husband or a wife goes to Roy because they want to kill, all legal, their mate. Or a business partner or former business partner goes to Roy because they want to get back at a former associate. Roy Cohn abordait chaque affaire comme une guerre. Il ne souhaitait pas trouver un compromis entre les parties prenantes, il fallait détruire l'opposition en utilisant toutes les faiblesses de ses adversaires qu'il pouvait trouver. Le but est simple, faire régner la peur. And the title of that article, as I recall, sir, was The Legal Executioner. Yeah. And went on to say that you are really a tough man and that at times you can... Tough, mean, vicious, so on. What does that kind of publicity do for your business in New York? Oh, it's fantastic. The worse the adjectives, the better it is for business. What are they looking for? What are they buying? Scare value. Going back over a period of years, when I call somebody or write a letter or something like that, this is supposed to make them tremble and think, unless they act promptly and reasonably, that all sorts of terrible consequences are going to flow. Pour éviter la confrontation, ça lui arrivait de rendre le conflit beaucoup trop cher pour ses adversaires. Il inondait les tribunaux de demandes inutiles pour les ruiner et les menaçait de diffamation dans les médias. Car oui, Roy Cohn avait aussi de très bonnes relations dans les médias, ceux de Rupert Murdoch par exemple, et il savait les utiliser pour faire parler de lui et salir ses ennemis. Il pouvait fréquemment révéler des informations confidentielles sur les procès ou lancer des rumeurs infondées. Roy Cohn learned the press will accurately quote whatever you say. The headlines and the top of the story, and a lot of people don't read beyond the first few paragraphs, would be your version of events. Son arme préférée, c'est le déni de la réalité. Même face à des preuves incontestables, il ne fallait jamais assumer avoir tort. Une pratique qui a de quoi épuiser les parties adverses, qui n'avaient parfois plus le choix que d'abdiquer face à un Roy Cohn inarrêtable. I would do anything that is legally permissible to do to get my client to win. Yes, I would. That's my job. There isn't anything I would not do because I believe there's only one answer in an adversary profession like law, and that is winning. Tout ça en usant de tactiques d'intimidation personnelle contre les juges, les témoins et les avocats. Il n'était pas rare de le voir revendiquer la victoire publiquement avant même l'issue du procès, de quoi manipuler l'opinion publique. Car l'idée n'était jamais de prouver l'innocence de qui que ce soit, mais d'obtenir un accord à l'amiable dans lequel il ressort gagnant publiquement. I don't have to believe a person is innocent. I have to believe one of two things. Number one, that person is innocent in the particular case, or that there are some extraordinary circumstances which make the prosecution unfair. Cette méthode d'une agressivité hors norme lui a permis de survivre à un nombre délirant d'affaires judiciaires personnelles. Il a été poursuivi et inculpé à 4 reprises par le gouvernement fédéral pour des chefs d'accusation lourds, tels que l'entrave à la justice, la subornation de témoins, la corruption et la fraude boursière. Roy Cohn, the boy wonder of the McCarthy era, was indicted in New York today on federal conspiracy charges of bribery, blackmail and extortion. À la surprise générale, Roy Cohn a retourné la situation en se posant en victime. Au contraire, chaque inculpation était une bénédiction car c'était un moyen de faire parler de lui et détruire ses ennemis. Souvent, il utilisait aussi une sorte de patriotisme et son prétendu amour pour l'Amérique afin de convaincre les jurés de sa bonté et son innocence. It's just the most relieved and happy moment of my life, and the way I feel is the way I feel every day of my life, which is God bless America. En appliquant méticuleusement sa méthode, il va finir miraculeusement acquitté de toutes les charges au pénal. À chaque acquittement, il devenait plus fort,
prouvant à ses clients les plus riches que si le gouvernement des États-Unis ne pouvait pas le faire tomber, personne ne pourrait. You cannot hurt Roy Cohn. He's just invulnerable because he recognizes that the more publicity he gets, no matter what the publicity is, he benefits. Mais Roy Cohn n'exerçait pas son pouvoir que dans les tribunaux. Il était aussi une véritable légende des nuits new-yorkaises, à travers une vie sociale qui faisait beaucoup parler à l'époque. Il était régulièrement aperçu et associé à l'histoire du Studio 54, la célèbre discothèque qui symbolisait l'excès et la décadence de la fin des années 70. It's 3 in the morning in Manhattan, and still at Studio 54, people crowd the doors, hoping to get in. Roy Cohn en est même devenu l'avocat et le protecteur des propriétaires extravagants du club, Steve Rubble et Jan Schrager, après qu'ils aient été ciblés par les autorités pour des accusations de trafic de drogue et évasion fiscale. Ouais, il cachait littéralement des sacs poubelles remplis de billets de banque dans les murs du club. We cooperate fully with the authorities, but if you want a bond posted that no one ever smoked a joint in a discotheque in the United States, you're talking to the wrong guy. Roy Cohn a utilisé le Studio 54 comme sa propre cour royale. Il y passait des soirées à réunir des personnalités très différentes, la classe politique conservatrice, des artistes fascinés par le pouvoir comme Andy Warhol, des célébrités de la jet set, des aristocrates européens et ses clients du milieu criminel. It's always business when he visits Studio 54, that over-publicized disco parlor in New York. Here gather the hip and the old and the odd. Any night, it is the mob scene from a Fellini movie. Cohn may look and feel uncomfortable in this goofy setting, but he goes. Well, I'm not too good on the dance floor, but I like to go in there. I like to go there and watch. Roy Cohn roule aussi en Rolls-Royce avec ses initiales sur la plaque d'immatriculation. Il passe ses week-ends sur son bateau et passe un maximum de temps au soleil pour entretenir son bronzage. Tout est dans les apparences. Il sait utiliser son charisme pour se rapprocher des élites. The limousines came to the back door of Studio 54 tonight. Roy was celebrating his birthday at a black tie affair for over 200 of his close friends. I was here for his last year's birthday party, and it was really fun, so I had to come again. Roy Cohn recherchait constamment les caméras et lançait des rumeurs folles sur les puissants pour les tabloïds. Sa capacité à naviguer à travers tout ce beau monde lui permettait d'accumuler une base de données archi compromettante sur la quasi-totalité de l'élite de la ville. Personne, ou presque, ne pouvait rivaliser en termes d'influence. Pour se protéger de potentielles représailles, Roy Cohn a construit un réseau de protection basé sur le chantage et la menace de destruction. Des figures de la mafia ont confirmé que les avocats détenaient des preuves, dont des photos compromettantes contre J. Edgar Hoover, le directeur du FBI. Roy Cohn propageait lui-même la rumeur selon laquelle ces images le montraient travesti lors d'une orgie à l'hôtel Plaza de New York en 1958. Que les photos existent ou non, la menace de les montrer était un moyen déterminant pour empêcher la police d'aller enquêter sur lui, en particulier sur ses liens avec la mafia. Un autre pilier fondamental de son réseau d'influence était à l'opposé des clubs branchés de la ville. Le cardinal Francis Spellman, l'archevêque de New York, était parmi les plus proches de l'avocat. Il était tellement puissant et influent qu'il était souvent surnommé le pape américain. Il était également, selon certains témoignages, un homosexuel refoulé avec pas mal de liaisons secrètes. Dans la confidence, Roy Cohn a géré un grand nombre d'affaires liées au diocèse, parfois dans le plus grand des secrets. Il a créé une relation où l'influence religieuse, la politique conservatrice et les méthodes mafieuses se mélangeaient. Et grâce à ce réseau tentaculaire, Roy Cohn est devenu intouchable à New York pendant plus de 20 ans. He's a familiar figure in the best restaurants and tailors and barbershops, and regularly gets the works in places like the Beverly Hills Hotel. He is a sybarite who manages to take his pleasures with at least one ear tuned to business. En 1973, un événement crucial va marquer l'histoire américaine moderne, de quoi changer profondément sa culture politique pour les décennies à venir. C'est dans le cadre feutré et mondain d'un club privé de Manhattan que Roy Cohn a croisé le chemin d'un jeune promoteur immobilier de 27 ans. Son nom, vous le connaissez, c'est Donald Trump. Super builder Donald Trump has said, "If you need somebody to get vicious, hire Roy Cohn." À cette époque, Trump tente désespérément de sortir de l'influence et de l'ombre de son père, Fred Trump, un magnat de l'immobilier spécialisé dans les logements pour les classes moyennes dans le Queens et à Brooklyn. Donald était plus ambitieux. Il rêvait de conquête et de gratte-ciel de Manhattan. Le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, il lui manquait une chose importante et indispensable pour y arriver, un réseau et de l'influence. Mr. Cohn, how did you meet Donald Trump? I met him at a New York club called Le Club. And we were seated at tables next to each other. We were introduced.
Au moment précis de leur rencontre, toute la famille Trump était plongée dans une crise qui menaçait leur empire. Le département de la justice des États-Unis le poursuivait au tribunal pour ne pas avoir respecté le Fair Housing Act, une loi contre les discriminations au logement. En effet, le gouvernement avait accumulé des preuves via des enquêtes et des agents sur le terrain. On découvre alors que les employés de l'organisation Trump marquaient secrètement les demandes de location des Afro-Américains avec la lettre C pour Colored afin de les identifier et de rejeter systématiquement leurs dossiers. Une politique de ségrégation à grande échelle dans leur complexe immobilier qui comptait plus de 14 000 appartements. Les avocats des Trump étaient conscients que les preuves étaient suffisamment lourdes pour les faire condamner. Leur recommandation était simple, capituler, régler l'affaire à l'amiable et passer à autre chose. He was 23 years old then. He said, listen, he said, I've spent 2 days with these establishment law firms about a case we have. It was a civil rights case or something, and they're all telling us, give up, do this, sign a decree, and all of that. Mais Roy Cohn conseille l'exact opposé à Donald Trump. Face à cette réponse, il est fasciné, il renvoie les avocats de sa famille et engage Roy sur un coup de tête. He says, I followed your career, and you're a little bit crazy like I am, and you stand up to the establishment. Can I come see you? And I said, sure. Sous la direction de leur nouveau conseiller, les Trump ont non seulement nié leurs pratiques racistes, mais ils ont aussi contre-attaqué en réclamant $100 millions au gouvernement pour harcèlement. Bien que le juge ait rapidement rejeté cette demande et forcé les Trump à signer un décret qui allait mettre fin à leur discrimination en 1975, Roy Cohn a réussi à faire en sorte que l'accord n'inclut aucune reconnaissance de culpabilité de leur part. I have never, nor has anyone in our organization ever, to the best of my knowledge, discriminated or shown bias in renting our apartments. Plutôt que de faire profil bas après ce redressement judiciaire, Roy Cohn et Donald Trump ont organisé des conférences de presse pour revendiquer une victoire éclatante. We've never discriminated. We don't believe in it. And I just thought on a principle ground I should fight. And other landlords didn't. Ce moment, il est décisif pour Donald Trump. Il comprend qu'il peut façonner la vérité à sa manière. Ça va véritablement devenir un modèle fondateur de sa future communication, jusqu'en politique des décennies plus tard. Since that day, he knows I have the same kind of crazy fight in me that he has in him, and he knows that he believes you can fight City Hall. I believe you can fight City Hall, and we both fought it together. Ce premier succès forge une relation qui va très vite devenir fusionnelle. Auprès de Trump, Roy Cohn est bien plus qu'un avocat. Il est le stratège de son empire en devenir. Il devient son mentor. Il lui a enseigné les règles d'or de la manipulation, sa propre méthode. Rappelez-vous, ne jamais admettre une faiblesse, vous présenter des excuses, parler de chasse aux sorcières, motiver politiquement, attaquer la presse pour discréditer les enquêteurs et imposer son propre récit en répétant des mensonges, ça vous rappelle forcément quelqu'un. Donald Trump, a tough man in a tough city. Steve, you're going to have to start pushing these people now a little bit because it's getting a little ridiculous as far as I'm concerned. So just start pushing and start pushing as hard as possible. Lorsque Trump entreprend la construction de son projet phare, la Trump Tower sur la 5e avenue, il doit négocier avec des entreprises du BTP, un domaine contrôlé par les familles mafieuses dont Roy Cohn était l'avocat, comme on en a parlé plus tôt. Builders, far from trying to oust the mob, depend on it to cut costly delays and red tape. And what does super developer Donald Trump believe? I really don't know anything about it. La structure de la tour est construite avec du béton, fait remarquable, puisque les bâtiments similaires sont traditionnellement construits avec de l'acier, et c'est bien connu, c'est la mafia qui gérait l'industrie du béton à l'époque. Le réseau de Roy Cohn prend alors tout son sens. Grâce à ça, les chantiers de Donald Trump n'ont connu aucune grève, fait extrêmement rare pour un chantier immobilier à New York. Accessoirement, Trump se permet de ne pas payer les 200 immigrés illégaux embauchés pour le chantier, se sentant protégé par son avocat. Well, this is a very exciting occasion. Here is Trump Tower, marble waterfalls, the greatest stores in the world. Something like this can be created in New York and take the city by storm. It's a real event. C'est aussi Roy Cohn qui va présenter Trump à Roger Stone, un stratège politique républicain. Roy a voulu l'utiliser pour structurer la campagne de Ronald Reagan à New York et écraser George H.W. Bush pendant les primaires. It's hard to say how much political influence he has, but a lot of people believe he has it. And that can be enough. Une fois élu, Reagan le remerciera d'ailleurs en l'invitant à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Reagan anti-crime program is going to take the emphasis off certain types of white-collar crimes, minor things, That's good for you. minor things and all that, and put it on where the real root of the problem is. Violent crimes, so that the people of this country are once again in control instead of the criminals. Are you running for any office? Right. No. Have you been called by the government of France to restore the guillotine, to conduct a campaign there? No, but I'll tell you, I'd like to restore capital punishment in the United States. Un peu plus tard, ils vont créer un plan de guerre pour Trump qui va lui permettre de s'accaparer l'attention des médias de telle sorte à ce qu'il puisse petit à petit s'immiscer dans la vie politique américaine. Let me tell you about this. This is a picture of Donald and me in which he says, Roy is my greatest friend. And then there's a letter from him.
He says, needless to say, your representation of me with regard to the Trump Tower case was brilliant. Everyone scoffed at our pursuit of this difficult victory, saying it couldn't be done. Now, here's a typical Donald Trump. He's got to come in with a crack at the end. He says, the skeptics, however, were at a disadvantage. They never saw Roy Cohn in action, especially when he really wants to win. By the way, this picture hangs in my office directly next to a picture I treasure of the President and Mrs. Reagan, two of my favorites. Au début des années 80, Roy Cohn est donc au sommet, il semble régner sur la ville avec une main de maître, mais c'était sans compter sur un événement inattendu qui va marquer sa vie. En 1984, l'homme qui se croyait invincible a été diagnostiqué positif au sida, qui à l'époque ravageait violemment la communauté homosexuelle américaine, une communauté qu'il avait tant méprisée dans sa carrière. Fidèle à son personnage jusqu'au bout, il va rejeter le diagnostic publiquement, notamment lors d'une célèbre interview pour l'émission 60 Minutes sur CBS. Selon lui, il souffrait simplement d'un cancer du foie. Les rumeurs du sida auraient été complètement inventées par ses ennemis pour le nuire. They found I had liver cancer, and they found that which spreads in strange directions. You're in remission? I'm in total remission. When I talk to friends and tell them that I am doing a profile of Roy Cohn, they say, ask him this, please. And I'm sure you know what they tell me to ask you. Do you have AIDS? Oh, no. That's easy to answer. Mais bien conscient de son état, sa capacité à manipuler les plus hautes sphères du pouvoir lui a permis d'avoir un sursis. Alors que l'un de ses proches, le président Ronald Reagan, ignorait complètement la crise du sida, Roy Cohn a pu contourner les protocoles médicaux. Il a obtenu accès à un médicament grâce à l'Institut national de la santé, alors que des milliers de malades n'ont jamais pu y prétendre. Petit à petit, il perd de son énergie et sa capacité à faire peur, sa signature pendant toute sa carrière. Ses amis influents vont peu à peu l'abandonner, ne voulant plus s'afficher à ses côtés. I ain't dying from nothing. To start with, number one. Number two, you ask me categorically, and I tell you categorically, I do not have AIDS. Le pire abandon, ce sera certainement celui de son meilleur protégé, Donald Trump. Trump était conscient que Roy Cohn, très affaibli, ne lui serait plus très utile. Il a donc rapidement pris ses distances, aussi bien personnellement que professionnellement, en transférant les dossiers juridiques de son entreprise à d'autres cabinets d'avocats avec une meilleure image publique. Le livre The Fixer, sorti en 2020, a d'ailleurs révélé que lors de son dernier passage à Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump aurait exigé que la chambre occupée par Roy Cohn soit intégralement désinfectée par des équipes de nettoyage et déclaré à ses invités « J'ai dépensé une fortune pour tout nettoyer, des assiettes au couvert ». L'anecdote la plus Trumpesque de toute cette période date de l'un des derniers dîners d'anniversaire organisés en l'honneur de son ex-avocat. Trump a offert à son mentor une paire de boutons de manchette de luxe, soi-disant sertis de diamants véritables, gravés à son nom de la marque Bulgari. Ce n'est qu'après sa mort que l'amant de Roy Cohn, Peter Fraser, a voulu les faire expertiser auprès d'un joaillier qui lui a annoncé que c'était de la pacotille qui ne valait absolument rien. Dans ces dernières années, Roy Cohn est poursuivi par le fisc pour des millions de dollars de dettes. Il est parallèlement confronté au conseil de discipline du barreau de New York. No, I'm not. I'm a tax avoider. We're all tax avoiders. The president's a tax avoider. Yeah, Everybody but you're more successful at it than some of us. Don't blame me for your inadequacy. Parmi les nombreuses accusations de fraude et de détournement de fonds étalées sur 30 ans, on y apprend qu'en 1976, il a rendu une visite nocturne à l'hôpital auprès d'un de ses riches clients, Louis Rosenthal, un industriel des boissons alcoolisées. Ce soir-là, il a forcé sa main pour lui faire signer un document qui le désignait comme co-exécuteur de son testament. Ça lui permettrait de contrôler et de piller son énorme succession. En 1986, il est radié du barreau de New York pour malhonnêteté, fraude, tromperie et fausses déclarations. The Appellate Division of the State Supreme Court disbarred Cohn today after finding him guilty of dishonesty, fraud, and deceit, end quote, involving the alleged misuse of hundreds of thousands of dollars in clients' funds. Roy Cohn est mort le 2 août 1986 de complications liées au sida à l'âge de seulement 59 ans, sans jamais accepter publiquement la réalité de sa maladie et sa véritable identité sexuelle. Cohn died today in Bethesda, Maryland at the age of 59. The causes were a heart attack and complications from the HTLV3 virus, which is thought to cause AIDS. Quelques années plus tard, lors du patchwork commémoratif des noms des victimes du sida à Washington, un carré de tissu anonyme a été cousu en son honneur. Il résumait parfaitement son existence et sa nature en 3 mots: Roy Cohn, bully, coward, victim, tyran, lâche, victime. Roy Cohn, un des hommes les plus puissants des États-Unis, a donc été radié de l'ordre des avocats, criblé de dettes et détruit par le sida. Un destin tragique pour un homme que l'on pensait sans limite. Mais cette disparition physique est loin d'avoir stoppé l'influence qu'il a pu avoir dans le paysage politique américain pendant les décennies à venir. Roy Cohn a redéfini ce qui était acceptable en politique et dans les médias. Manipuler les faits et agresser ses opposants a petit à petit été rendu plus acceptable. C'est devenu une option comme une autre. Il a inventé un système politique où les idées sont remplacées par une guerre de l'information. Dans cette guerre, la création d'une fausse réalité
répété et plus efficace pour mobiliser les gens qu'à travers des faits avérés. Sa capacité à avoir réussi à allier l'élite politique et mondaine de la côte Est au crime organisé a aussi détruit toutes les barrières éthiques. Roy Cohn aurait très bien pu rester un détail de l'ère McCarthyisme ou du New York des années 70. Mais l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 l'a métamorphosé en un oracle qui a accompli l'impossible, créer un président depuis l'au-delà. And I have a feeling someday, not too far distant future, you're going to see Donald Trump in other parts of the country as well. Des décennies après sa mort, lors des enquêtes sur l'ingérence russe menées par Robert Mueller, le président, furieux de voir que son procureur général Jeff Sessions refusait de l'aider avec la même ferveur que son ancien mentor, a lancé cette phrase devenue mythique. « Où est mon Roy Cohn ?» En brouillant définitivement les frontières entre la vérité et la manipulation, Roy Cohn a laissé bien plus qu'une trace dans les manuels d'histoire. Il a rédigé un mode d'emploi redoutable qui, 40 ans après sa mort, continue de dicter les règles du jeu au plus haut niveau de l'État. Donald Trump is probably one of the most important names in America today. What started off as a meteor mounting from New York and going upward is going to touch the rest of this country and good parts of the world. Donald just wants to be the biggest winner of all.